Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et bienvenue à cette nouvelle édition de Manchette et donc la revue de la presse de ce lundi, le 10 août 2026. Et on va lire ensemble les manchettes des journaux égyptiens et internationaux, à commencer donc par Al-Ahram Hebdo qui écrit: Abdelghati à Mladenov, l'Égypte appelle toutes les parties à s'abstenir de toute mesure susceptible d'entraver le plan de paix. Au cours de l'appel téléphonique, les deux responsables ont fait le point sur la mise en œuvre de la feuille de route destinée à achever les différentes étapes prévues par le plan de paix pour Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, insiste auprès du directeur général du Conseil de paix créé par Donald Trump dans la bande de Gaza, Nikolai Mladenov, sur le respect des engagements et la poursuite des efforts pour la stabilité de l'enclave palestinienne dans le cadre du plan de paix. Cet appel fait suite à l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejetant le plan de paix américain et subordonnant le retrait de son armée au désarmement total du Hamas. Et on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Dina Al-Kurdi, professeur à la faculté des lettres, Université d'Alexandrie. Bonjour, Dr Dina Al-Kurdi. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, merci. Donc aujourd'hui encore, on va lire ensemble les manchettes de la presse égyptienne et la presse internationale. Madame Dina Al-Kurdi, on a commencé donc par cet appel téléphonique qui a eu lieu entre le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelghati et le directeur général du Conseil de paix créé par Donald Trump dans la bande de Gaza, monsieur Nikolai Mladenov. Alors l'Égypte qui insiste toujours par la voix du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati à respecter donc la feuille de route et le plan de paix américain dans la bande de Gaza, et la réaction ou les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui refuse et rejette le plan de paix américain, la nouvelle feuille de route du président américain. Alors concernant ce rejet donc par Benjamin Netanyahu et sa condition concernant le désarmement du Hamas, est-ce que donc le rejet de Benjamin Netanyahu, est-ce qu'il risque donc de compromettre et de compromettre ce plan de paix américain? Oui, effectivement, ça va bien sûr empirer la situation dans la région du Moyen-Orient. C'est pour cela que je vois que vraiment il est temps vraiment de faire les négociations et de faire la paix, parce que si jamais bien sûr cet accord-là de paix va être rejeté de la part d'Israël, ça sera un grand problème bien sûr pour la région. Mais le problème que ça c'est, nous sommes vraiment habitués à ce qui est fait toujours par les Israéliens. Toujours on prend c'est-à-dire on fait des accords et on essaye par exemple de faire des feuilles de route, et après ceux-là sont toujours rejetés par Israël. Ça c'est en fait c'est une situation qui est disons monotone à laquelle nous nous sommes vraiment habitués. Mais espérons vraiment que ça va aboutir à quelque chose et que les négociations puissent prendre part notre fois et que l'Égypte joue un rôle vraiment avec l'Amérique pour mettre fin à tous ces problèmes-là. Oui, alors docteur Dina Al-Kurdi, on va passer à un autre quotidien, c'est le Progrès égyptien qui titre Abdelghati s'entretient avec son homologue turc des relations bilatérales et des dossiers régionaux. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu dimanche un appel téléphonique du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. Les deux ministres ont examiné les moyens de développer les relations égypto-turques dans différents domaines et ils ont salué la dynamique positive enregistrée récemment dans les relations bilatérales
et réaffirmer leur volonté de poursuivre la mise en œuvre des résultats de la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau tenue au Caire en février 2026 sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi et du président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors donc ma question, Dr Dina Al-Kurdi, c'est sur les relations entre l'Égypte et la Turquie et ce rapprochement. Comment donc vous évaluez donc ce rapprochement ou les relations égypto-turques à ce stade et parce que comme vous le savez, il y avait pendant quelques années donc des désaccords sur plusieurs sujets et les relations étaient un peu tendu entre le Caire et Ankara. Oui, effectivement, c'était vraiment la situation était un peu tendue, étant donné qu'il y avait des divergences politiques importantes, particulièrement après l'année 2013. Mais depuis plusieurs années, les deux capitales ont choisi de privilégier le pragmatisme et les intérêts nationaux. Et ça a été commencé avec, bien sûr, la visite du président turc au Caire en février 2024, puis aussi le président Sisi lui a rendu visite en septembre aussi 2024, ce qui a marqué une nouvelle étape, bien sûr, dans la normalisation entre les deux pays. En fait, cette conversation ayant eu lieu entre les deux ministres traduit la consolidation d'un partenariat stratégique entre l'Égypte et la Turquie. Et bien sûr, c'est un contexte régional dans lequel on se trouve et où se multiplient les intérêts entre les deux pays. Alors, donc, chacun des deux pays essaie vraiment de coordonner davantage leur position. Alors, c'est pour cela que vraiment c'est logique que les deux pays essayent maintenant de soutenir l'un l'autre pour faire face à toutes les crises que nous vivons maintenant dans le Moyen-Orient. Donc on va passer à un autre quotidien, c'est le quotidien libanais L'Orient le Jour qui parle du dossier des négociations entre Israël et le Liban et le quotidien libanais L'Orient le Jour écrit Beyrouth menace de suspendre les négociations directes avec Tel Aviv. La date pour un nouveau round de pourparlers début septembre à Rome n'est toujours pas confirmée. La délégation libanaise ayant posé ces conditions, la balle est dans le camp des Israéliens. Une source proche de la présidence de la délégation libanaise chargée des négociations directes avec Israël révèle que le Liban ne participera pas au prochain cycle de discussion prévu début septembre si ces conditions ne sont pas satisfaites. La date des négociations n'est d'ailleurs pas encore définitivement fixée. Alors là, docteur Dina Al-Kurdi, on parle donc de Beyrouth qui menace de suspendre les négociations directes avec Tel Aviv et déjà la situation sur le terrain est tendue et il y a des frappes quasi quotidiennes de la part d'Israël sur le Liban. Alors ce refus donc de Beyrouth, est-ce que de participer à un nouveau cycle de négociations, est-ce qu'il risque aussi d'aggraver la situation sur le terrain? Alors, pour Beyrouth exige vraiment le cessez-le-feu complet. Et je vous demande donc de hausser un peu votre voix parce que oui, j'arrive à peine à vous écouter. Ok, désolé. Alors, Beyrouth exige bien sûr tout d'abord le cessez-le-feu complet, l'arrêt des opérations de destruction et de terrassement israéliennes qui se trouvent bien sûr dans les terrains libanais. Alors, cette menace-là libanaise de suspendre les négociations et de ne pas participer à l'accord qui aura lieu au mois de septembre, comme vous l'avez mentionné, ça ne constitue pas nécessairement une fermeture de la voie diplomatique. Ça représente plutôt une tentative de rééquilibrer le rapport de force autour de la table de négociation. C'est que veut vraiment Beyrouth. Beyrouth veut montrer que le processus en fait de paix de négociation ne peut être pas uniquement une succession de réunions diplomatiques qui se fait toujours pendant plusieurs mois, mais donc nous voulons vraiment faire quelque chose ou bien c'est-à-dire exercer une certaine pression.
et le problème n'est pas seulement de savoir si les Libanais et les Israéliens veulent négocier. Le véritable problème est de savoir si les 7 militaires vont continuer vraiment à dicter les termes de la négociation ou non. Oui. Et ce que nous voyons vraiment, c'est-à-dire le Liban, c'est le point qui est, ou bien c'est la partie qui est toujours faible. Elle essaye vraiment de faire quelque chose et de dire que nous sommes là, nous ne voulons pas assister par exemple aux négociations, de faire plusieurs choses, mais quand même nous allons voir donc si ça va vraiment persister ou bien c'est-à-dire ça va vraiment tenir son mot jusqu'à la fin ou non, parce que vraiment la situation change dans le Moyen-Orient comme vous voyez maintenant. Il y a bien sûr Hezbollah et après cela il y a Israël, et donc la situation vraiment n'est pas très stable, mais ce que je vois maintenant de la part du Beyrouth, c'est juste une tentative, pas moi. Oui, c'est ça. Oui, justement, on va passer donc à ce sujet de la guerre au Moyen-Orient et de la question du détroit d'Ormuz, et on passe au quotidien français Le Figaro qui aborde ce dossier du détroit d'Ormuz. L'Iran cherche à imposer ses conditions pour la réouverture d'Ormuz. Plus d'une semaine après l'arrêt des derniers bombardements américains sur l'Iran, les négociations entamées entre Téhéran et le sultanat d'Oman piétinent sur fond de tensions persistantes autour du détroit. Le verrou d'Ormuz reste bloqué alors que les discussions amorcées avec le sultanat d'Oman semblaient progresser. Les gardiens de la révolution continuent à maintenir la pression. Notre stratégie actuelle est de garder ce détroit fermé jusqu'à ce que l'ennemi accepte toutes nos conditions, ont prévenu dimanche les gardiens de la révolution à l'attention des États-Unis. La veille, le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Baqir Zulqadr, avait déjà averti que tant que les États-Unis ne changeront pas de comportement, le détroit d'Ormuz restera fermé. Bon alors, docteur Din Al-Kurdi, comment donc on dit selon vous que les discussions entre l'Iran et le sultanat d'Oman progressent concernant donc le contrôle et l'ouverture du détroit d'Ormuz, et comment l'Iran impose toujours ces conditions que le détroit sera toujours fermé. Alors la progression est dans quel sens? Est-ce que c'est une question de contrôle du détroit d'Ormuz? Est-ce qu'il y a des controverses ou des positions différentes entre Oman et entre Oman et l'Iran sur le contrôle du détroit d'Ormuz? Alors, en fait, l'Iran et l'Oman, étant donné que les deux pays donnent bien sûr sur le détroit d'Ormuz, et les deux pays bien sûr peuvent contrôler, ou bien peuvent, donc les deux pays vraiment contrôlent le détroit complètement du nord et du sud. Alors c'est pour cela que l'Iran ne considère plus la réouverture d'Ormuz comme une simple question de navigation. Téhéran, en fait, c'est-à-dire veut faire de cette réouverture-là une monnaie d'échange diplomatique. Cela veut dire que l'Iran cherche à transformer ce qui est normalement une question de liberté de navigation internationale en un levier de négociation stratégique avec Washington. En fait, comme vous le voyez, comme nous le savions, tout ce que Ormuz, ça c'est un détroit, en fait, qui est stratégique, qui contrôle 27% du pétrole commercialisé dans le monde entier, selon les dernières statistiques qui ont été révélées. Alors, donc Ormuz, c'est plus qu'un détroit, c'est un bouton stratégique de l'économie mondiale. Et ça, bien sûr, l'Iran veut dire que avec Oman, nous sommes vraiment, nous avons la suprématie et nous avons le contrôle tout entier de ce détroit. Nous pouvons perturber vraiment le trafic, nous pouvons vraiment exercer une pression bien au-delà de nos frontières. Donc parce qu'une fois que ce détroit-là va être bien sûr fermé, donc il y aura bien sûr pas mal de problèmes financiers ou bien de problèmes économiques dans le monde entier.
C'est le message que veut nous passer Téhéran, que veut passer vraiment à Washington. Oui. Bon, alors, docteur Dina Al-Kurdi, professeur à la faculté des lettres, Université d'Alexandrie, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et on termine donc, mesdames et messieurs, avec le quotidien français Le Monde qui écrit: guerre en Ukraine, un drone de combat explose en Moldavie, près de la frontière entre les deux pays. Une puissante explosion qui serait due à un drone de combat a été signalée dans le village de Krokmaz, dans le sud-est de la Moldavie. Les fragments sont analysés par des spécialistes. Et voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition de Manchette. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Retour donc à Mohamed El Houmoussani et Jihan Nabil et la suite de Bonjour l'Égypte.